Et hello les légendes, bienvenue pour notre 93e épisode avec un des meilleurs joueurs français de tous les temps que l'on reçoit également pour parler de son livre À revers et contre tout, Richard Gasquet. Richard a joué le jeu et commence par nous confier la première fois de sa vie où il a plafonné sur un court de tennis. Et c'est pas anodin en ayant une progression aussi fulgurante. On enchaîne dans le dur avec sa période de doute en 2003-2004 pendant laquelle il ne mettait plus un coup droit dans le court. Richie nous confie le mentor qu'il aurait aimé avoir tout jeune à cette époque. On revient sur sa manière de gérer l'âge, le temps qui passe et son entraînement physique en adéquation, sa récupération de match aussi. On parle de la prépa mentale qu'il aurait pu faire si c'était à refaire justement. Il y a un passage que j'adore et qui va vous aider dans votre jeu. Richard nous révèle ce qu'il se dit en match pour se dynamiser et plus faire avancer la balle. Perso, je l'ai mis en application et ça m'aide comme jamais. 10 victoires et 2 VO pour mariage, pas une défaite. Vamos! On termine avec ses plus gros frissons et pires défaites ainsi que sa manière de s'en remettre. Son rapport à l'argent, ses liens avec le Big Tree, la réalisation de ce fameux livre. Bref, la vie sur le circuit, les sorties aussi, et l'image qu'il souhaite laisser après son passage sur ce circuit professionnel de tennis. Cette semaine, en marge de l'épisode, on sort une nouvelle masterclass sur la visualisation. Je suis allé à la rencontre de l'ancien top 100 Jérôme Henel, actuel directeur sportif du Tennis Club de Paris, qui lors de son épisode m'avait dit avoir pratiqué la visualisation pour préparer sa victoire contre André Agassi au premier tour de Roland-Garros 2004. Et lors de son titre aussi à l'ATP 250 de Metz la même année, Jérôme nous donne étape par étape la manière de pratiquer la visualisation de manière autonome avant tes propres matchs. C'est un travail de répétition qui permet d'ancrer de la confiance, de la stabilité émotionnelle dans ton jeu. Il suffit de bien te connaître, d'avoir vécu des situations délicates qui te tendent ou au contraire te mettent en euphorie pour que ça soit efficace et être capable de les visualiser. Tu ne feras pas un match parfait, mais cela va te permettre de te mettre dans ta bulle à chaque point sans dire un mot et sans te frustrer. Quand on sait à quel point le tennis rend fou en match, ça relève presque du pouvoir magique. Ça demande de la rigueur, je vous préviens les légendes, cette masterclass n'est pas pour les touristes. Pour y accéder, premier lien dans la description, je viens de la mettre en application. Lors de mon dernier tournoi, j'ai surkiffé accéder à cet état de concentration et de lâcher prise sur le résultat. Sans plus attendre, place à notre 93e épisode avec un joueur qui a été 7e mondial, le français Richard Gasquet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, pour commencer, Richard, déjà, merci. Parce que Avec plaisir. Je me suis régalé en lisant ton livre, À revers et contre tout. Je te connais beaucoup mieux. Il m'a permis de comprendre plein de trucs sur toi, sur le tennis français, sur le circuit en général. Merci pour la sincérité de tes propos ainsi que ton autocritique à certains passages. Merci d'avoir fait l'effort pour que paraisse cet ouvrage. Merci de te battre sur le court depuis toutes ces années et de m'avoir fait kiffer depuis que j'ai 14 ans. Alors vraiment, big merci Richie. Alors ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Tu es né le 18 juin 86 à Béziers. Tu as commencé le tennis à 4 ans avec ton papa Francis. Tu mesures 1,83 pour 79 kilos et tu es joueur de tennis pro depuis 2002. Je fais l'état des lieux parce que tu l'as répété tellement de fois, ça t'évitera de le faire. Tu as gagné les petits as mondial des 13-14 ans à 12 et tu es numéro 1 mondial junior en 2002, puis 7e à ton meilleur en 2007 chez les seniors. Tu as terminé 4 saisons top 10, remporté 15 titres pour un total de 31 finales, 3 demi-finales en Grand Chelem, médaille de bronze au JO de Londres avec Bennett, une Coupe Davis en 2017, année où tu es devenu le meilleur joueur français. Non, 2017, année où tu es devenu le joueur français qui a gagné le plus de matchs sur le circuit devant Yannick. Et tu as engrangé à peu près 20 millions de dollars bruts. Ça fait aussi du bien, faut le dire. Ton plus gros frisson a été en night session sur le Arthur Ashe central de New York et c'est 22 547 places. Tu es le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à intégrer le top 100 à 17 ans et 3 mois derrière Rafa, 16 ans et 10 mois. Troisième plus jeune top 20 à 19 ans, pile derrière Rafa et Carlos Alcaraz, 18 ans et 10 mois. D'ailleurs, tu étais déjà 118e mondial le jour où Carlito est né, un 5 mai 2003. Merci pour le coup de vieux. Dans le top 100 depuis avril 2005, soit plus de 800 semaines, seuls Rafa et Roger ont fait mieux à ce jour. Tu as démarré à l'époque de Sampras que tu as joué une fois et Agassi, ton idole d'enfance, contre lequel tu as perdu à Rome en 2005. Tu as traversé l'évolution du circuit avec beaucoup de désillusions, mais aussi de grandes joies et conseille d'avoir la sensation d'évoluer aujourd'hui aux côtés de cyborgs inépuisables. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose en particulier, Richard, à cette présentation ? Non, écoute, super, t'as tout bien
résumé, quoi. Il n'y a pas rien à dire sur ta présentation. Bon, j'ai fait sortir le Marc Maury en moi, sachant que dans ton livre, tu rappelles avec un peu d'ironie que de temps en temps, les speakers te présentent en disant que tu as gagné les juniors à Roland et le double mix avec Golovin. Et tu dis, ah, vous êtes sympas les gars, mais c'est les deux titres qui me servent le moins, quoi. Là, ça a bloqué un petit peu, je t'avoue. Refais parce que ça a bloqué. J'ai sorti le Marc Maury qui est en moi parce que parfois les speakers, tu le dis dans ton livre, avec un peu d'humour, précise que tu as gagné les juniors à Roland et le double mix avec Tatiana Golovin. Et tu dis, bah, Ouais. les gars, vous êtes sympas, mais quand on voit le palmarès que je viens de donner, il te précise les deux titres finalement qui marquent peut-être le moins, quoi, tu vois. Ouais, je t'avoue que c'est vrai que j'aime pas, quoi. J'aime pas quand on dit, voilà, Marc, il le dit souvent. Là, tu as gagné les juniors et le double mix. C'est vrai que, bon, voilà, on se marre de temps en temps, mais les autres, avec Nicolas Mahut et tout, je dis que moi aussi, j'ai gagné 2 fois Roland Garros. Ça m'arrive de le dire, mais bon, je t'avoue que, ouais, les juniors, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Autant avec Tat, c'était sympa quand même, parce que c'est une bonne amie, elle a super bien joué. J'avais eu un peu d'émotion, mais les juniors, sincèrement, j'ai absolument rien eu, quoi. Une minute après, j'avais oublié. C'est dire. Alors, Richard, pour commencer, on le sait, tu es un génie du tennis, faut le dire, mais tu as aussi énormément bossé pour t'endurcir. Tu l'expliques dans le livre, notamment en étant confronté très tôt aux adultes. Tu as dû trouver des solutions sur le court par toi-même. Tu as eu une progression fulgurante en repoussant toujours un peu plus tes limites. Certains auditeurs qui ont écouté ce podcast sont limités à 32, d'autres à 15,5. Moi, j'ai été limité à 3,6, 2,6. Toi, à quel moment tu as senti pour la première fois que tu avais atteint un plafond? Bah ouais, écoute, on est tous limités à un moment ou à un autre, hein, on connaît tous ça. Hein, tu sais, c'est même que tu sois 15-4 ou 2-6 ou moins 4 ou truc, tu as toujours un mec au-dessus qui te dit putain, celui-là, j'arrive pas à le battre, c'est compliqué, tu vois. À tous les classements, ça t'arrive. Quand est-ce que j'ai senti ça ouais, chaque fois que j'arrivais sur Nadal, Djokovic, Federer, en 2000 Grand Chelem, j'ai senti que j'arrivais en pleine confiance à chaque fois. J'avais battu Wawrinka, Roddick, Ferrer, tu vois, sur les quarts de finale. Et là, j'arrivais sur les meilleurs. Je me dis merde, là, je partais fort, tu vois. Je me dis là, cette fois, c'est la bonne et tout. Et bon, quand le match commençait, je sentais qu'ils étaient dans leurs éléments, les demi, le court central à Wimbledon, l'US Open. Ben ouais, ça devenait difficile. Et j'ai senti un peu ce plafond-là. À chaque fois que j'ai joué ces joueurs-là en demi-finale, j'ai senti que c'était notre niveau, quoi. Ça veut dire que dans ta carrière, avant d'arriver en demi-finale de Grand Chelem, tu as senti une progression constante et pas de frein particulier, quoi. Non, chaque fois que je l'ai fait que 3 fois, hein. Je l'ai pas fait non plus ces 4 fois, mais non, je n'ai pas senti sur les joueurs que je t'ai cités, à part ces 3-là, j'ai pas senti de frein particulier, quoi. Je gagnais, je perdais avec les autres. Mais sur ces 3-là, c'est vrai que j'ai senti un truc très, très dur, quoi. D'ailleurs, les chiffres le prouvent, hein. J'ai perdu plus de 60 fois sur ces mecs-là. Et ouais, j'ai senti que c'était très, très difficile, quoi. Et oui, c'est là où j'ai vu que c'était compliqué d'aller plus haut, quoi. Tu dis à un moment dans ton livre que ton coup droit n'appartient même pas aux 200 meilleurs joueurs du circuit et que ça s'est ancré pendant ta période de doute en 2003-2004. T'en mettais plus une dedans et n'arrivais pas à confirmer les attentes beaucoup trop fortes placées sur toi. Comment est-ce que tu as réussi à en sortir de cette période de doute? Bah, c'était compliqué. Jeune, j'ai eu un peu de soucis. De temps en temps, à 16-17, ça a été un peu dur parce que je m'attendais à. Voilà, il y a eu des défaites, quelques désillusions et j'avais une image tellement de mecs qui jouaient, qui étaient très très forts, qui allaient gagner un grand chelem et tout. C'est des attentes qui sont compliquées quand tu es jeune. Et j'aurais aimé à ce moment-là vraiment avoir un mec très solide autour de moi qui m'aide, qui connaissent un peu les rouages de ce jeu-là, un petit peu des attentes, de la pression, des médias, un peu de comment tu dois progresser et tout. Voilà, je considère qu'il m'a manqué un peu ça à un moment donné. Et pour sortir de cette période de doute, du coup, t'en étais plus dedans. Je me suis battu, quoi. Voilà, tous les jours, on a des moments de doute. Au tennis, on a beaucoup de doutes, hein. Tu le sais, à tous les classements, t'as des doutes, quoi. Bon, forcément, plus tu es au niveau, plus tu as des doutes, mais ouais, c'est un truc qui est compliqué, la perte de confiance et tout. Ça arrive à tout le monde à un moment donné, ça t'arrive. Donc, il faut être fort, essayer de bien réfléchir pourquoi et tout, et gagner des matchs, et après, se calmer un petit peu, bien s'entraîner. Et après, ça revient. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai eu une petite période de doute qui m'a fait un peu mal
pour la suite, mais j'ai réussi quand même à bien me remettre. Mais c'est vrai que ça a été compliqué à ce moment-là. Tu disais que tu faisais des heures et des heures de panier de coups droits et pour autant, ça allait pas. Tu t'as fait quoi? T'as rétrogradé? T'as joué contre des mecs un peu plus faibles pour te refaire de la confiance? Il y a eu un Non, petit mais je te déclic dis, ouais, j'avais très bien joué jeune. Après, je commençais à perdre un petit peu. J'avais pris des coups. Voilà, donc ça avait joué un peu sur mon moral. Ouais, ça a joué un peu sur mon moral. Voilà, quelques défaites un petit peu. J'avais eu beaucoup d'attentes jeunes. J'avais pas réussi à confirmer à certains moments et tout. Et ça avait joué sur mon moral et un peu sur ma technique. Et voilà, sur le calme un peu que je pouvais ressentir sur le court. J'étais beaucoup plus nerveux et tout. Donc, ça m'avait pas aidé. Mais bon, voilà, je me suis beaucoup entraîné. Je me suis repris. Et après, forcément, c'est revenu et j'ai recommencé à nouveau vers 18 ans très très bien joué. J'étais centième mondial et je suis 3-4 mois après, j'étais 12e parce que justement j'avais retrouvé ce calme un petit peu et ça m'avait fait du bien pour remonter au classement. Tu parles de quand tu dis il m'a manqué quelqu'un qui aurait pu t'épauler à ce moment-là, quelqu'un qui connaisse ce milieu, les travers et tout ce qu'il faut surmonter. Tu cites Carlos Alcaraz qui est entouré par notamment Ferrero. Toi, t'aurais aimé avoir qui à tes côtés? C'est compliqué, mais j'aurais aimé avoir Grosjean, Sébastien Grosjean, j'aurais aimé l'avoir plus jeune. Tu vois, j'aurais aimé avoir, ouais, à 17 ans, je pense que ça m'aurait fait du bien d'avoir un mec comme lui, ou un ancien joueur qui a très très bien joué, qui connaît tout, voilà, qui connaît la pression, qui connaît ce qu'il faut faire pour progresser, les résultats, qui connaît le jeu, voilà, quelqu'un de très solide. Et ouais, j'aurais bien aimé avoir ce mec-là, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu les anciens joueurs dire, j'aimerais bien revenir à ma période quand j'avais 16, 17 ans. Aujourd'hui, avec tout ce que je sais à 34 ans et tout, j'ai souvent entendu Guy Forget le dire. Je me disais, mais Marc, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais en fait, je comprends très bien. Ouais. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai à 34 ans, j'aimerais bien revenir, enfin 34 à 36 ans, j'aimerais bien revenir, tu vois, ces périodes-là, avec tout ce que je sais aujourd'hui. Ouais, j'aimerais bien revenir dans ma jeunesse un peu, justement, pour. Il y a eu 2-3 périodes que ça aurait pu être mieux géré. Quoi. Ça te fait un coup de te dire que tu as 36 piges ou ça va? Ah ouais, quand même, hein, ouais, ça passe, 36 ans. Ah, c'est monstrueux, ouais. Je pensais pas jouer déjà à cet âge-là, je pensais pas que j'en serais capable. Mais bon, je joue encore, mais oui, forcément, ouais, 36 ans, ça commence à faire. Tu penses que tu vas nous faire une petite crise de la quarantaine ou tu devrais les passer les doigts dans le nez? Non, ça va, la crise, ça va, j'aurais pas de problème de crise de quarantaine. Mais bon, en plus, je pense pas avoir de la petite mort du sportif. Là, tu l'attends souvent, mais je crois pas parce que j'ai quand même beaucoup joué. Ça fait 20 ans que je suis sur le circuit. J'ai quand même quasiment tout donné dessus. Donc, voilà, j'aurais pas de regrets particuliers. Mais oui, forcément, quand tu t'arrêtes, c'est une partie de toi qui s'arrête aussi et ça fera forcément un peu bizarre. Je vais faire une petite projection. Je voulais te poser cette question plus tard, mais tant que t'en parles, j'y vais. Hier, j'ai contacté Jean Couvercel, Ouais. qui a créé Tennis Magazine, qui est passé aussi sur le podcast, pour lui dire, voilà, on a souvent entendu Richard parler de cette couve qui lui a pas forcément rendu service. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Si c'était à refaire, est-ce que tu referais pareil? Qu'est-ce que tu avais dans l'idée à l'époque? Tu vois, donc on a fait une petite demi-heure où il m'a raconté vraiment l'envers du décor, pour qu'on ait un peu les deux discours. Et à la fin, je lui dis, est-ce que tu aurais une question à glisser à Richard? Sa question, c'est jusqu'à quand? Jusqu'où tu veux aller et jusqu'à quand? Tu le sens un peu ou pas? Déjà, ouais, c'était une de tes magazines. Ouais, déjà, je te dis, ouais. Alors, attends, avant de parler de la une, juste pour répondre à la Jusqu'à question quand? de... Écoute, jusqu'à Ouais. quand? Je sais pas, tant que je suis dans les 100 premiers joueurs mondiaux, tu vois, je peux jouer les 4 grands chelems. Et c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est de jouer ces tournois-là. Voilà, tant que j'ai la possibilité d'être dans le tableau final et de pouvoir jouer ces tournois-là, je continuerai. Après, forcément, si je me retrouve 150 ou 160e joueur mondial, il faut repasser par des challengers où c'est quand même difficile, le niveau est difficile et tout. Donc, c'est pas, ouais, je m'arrêterai. Mais tant que je continue dans ce classement-là, à prendre du plaisir, voilà, cette année, j'ai joué à Roland-Garros, j'ai pris du plaisir sur des 250 aussi. Donc, tant que c'est le cas, ouais, je continue. Il n'y a pas de raison en fait, de s'arrêter tant que le plaisir est là. Quoi. Dans ton livre, on parlera de la une un peu plus tard, mais Ouais. dans ton livre, tu cites deux mentors, Sarko et Noah. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas allé chercher Yannick quand tu étais plus jeune du coup? Ah, il chantait Yannick à ce moment-là. Hein. C'est vrai, Yannick, ouais. il était chanteur. Il était pas, on ne connaissait pas, nous. Hein, je l'avais rencontré, tu vois, mais je le connaissais pas plus que ça. Hein, Hmm.
Mais je l'ai eu plus tard, à 19-20 ans, avec De Blicker. Je m'étais entraîné un peu avec lui. Mais bon, voilà, ça a été différentes périodes de ma vie. J'ai eu parfois quelques coups durs et tout. Je l'appelais, j'allais le voir chez lui, là, dans les Yvelines. Il avait une propriété. J'allais chez lui, voilà, on discutait. Une soirée, j'ai discuté et tout. C'était toujours très agréable. J'avais vraiment beaucoup de plaisir de discuter avec lui. Après, jeune, oui, j'aurais bien aimé l'avoir à 16-17 ans, comme tu dis, mais je te dis, il n'était pas du tout là. Il était au Stade de France, quand même. Il chantait devant des milliers de personnes, donc il avait autre chose à faire à ce moment-là que le tennis. Mais en tout cas, je te dis, ouais, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie. J'ai toujours plaisir à le voir, de dîner avec lui ou simplement discuter. C'est toujours des moments qui sont spéciaux. Finalement, tu as aussi eu Seb Grosjean, tu as eu Sergi Bruguera, tu en as eu plein d'autres. De Blicker, tu as commencé avec lui. Donc, tu as pu avoir un peu tous ces discours différents et puis différentes approches. Tu dis Bruguera, le mec qui vit le plus les matchs quand il est dans ton box avec les yeux qui sortent à moitié. Seb, qui a l'expérience du haut niveau, évidemment. Aujourd'hui, tu es avec Julien Cassaigne. Donc, qu'est-ce qui t'apporte, Julien? On a l'impression de l'extérieur que vous êtes très potes, que c'est une relation vraiment d'amitié profonde et qu'en plus, il a été aux portes des 200e. Donc forcément, il t'apporte d'un point de vue tennistique. Mais toi, comment tu ressens cette association? Ouais, très bien. Écoute, comme tu dis déjà, je suis plus âgé sur le circuit. Forcément, je le connais très bien, mais j'ai besoin aujourd'hui d'être avec quelqu'un que j'apprécie. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment je dois gagner les matchs, comment je dois me préparer. Donc forcément, je suis plus autonome par rapport à ça. Mais non, on s'entraîne bien. Voilà, j'ai gagné des matchs aussi parce qu'il était là. Ça s'est bien passé. On est heureux d'être sur le circuit. Tu sais, c'est long, hein, le circuit. C'est quand même, il y a beaucoup de temps mort et tout. Donc, tu as intérêt à être avec quelqu'un que tu apprécies beaucoup. C'est le cas avec Julien. Il connaît le tennis, il a joué. Donc, non, c'est la parfaite association. Et après, comme tu dis, j'ai eu des grands entraîneurs. Que ce soit Bruguera, Grosjean, De Blicker, Piatti. C'était vraiment des grands entraîneurs. Hein. C'est vraiment des mecs qui connaissaient très, très bien le tennis. Donc, voilà, mais je les ai eus un peu plus tard dans ma carrière. Donc, mais oui, j'ai eu des mecs qui connaissaient très bien le tennis. Et sincèrement, je dirais que Bruguera était quand même, qui était quand même un vainqueur de Grand Chelem. Et tu sens quand même la différence quand tu parles tennis avec un joueur qui a gagné autant de grands tournois. Et tu as 36 piges, tu restes compétitif sur les 250 et même les grands chelems. Tu bouffes encore du physique? Tu te mets des grosses doses encore? Pas des énormes doses, je t'avoue, parce que je joue déjà. J'essaie de jouer, de faire le physique sur le terrain. Tu vois, tout donner sur le terrain, courir et tout. Ça fait que je joue 2 heures par jour, pas plus non plus. Et déjà, c'est pas facile après d'enchaîner avec un gros physique. Donc, je m'échauffe bien, je fais un gros échauffement. Je fais pas mal de gainage aussi. Mais après, je cours plus comme avant. Avant, je courais beaucoup. Aujourd'hui, je cours beaucoup moins. J'essaie vraiment de faire le travail physique sur le court, quoi, et que ça soit adapté à la pratique tennistique. Et après, en dehors, je fais plus de ce que je faisais, tu vois, sur la piste et tout. J'allais courir ou beaucoup dans le bois de Boulogne et tout. On faisait beaucoup de fractionnés. Ça, j'ai quand même stoppé, quoi. Tu remercies d'ailleurs ton physique dans le livre en disant voilà, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai le corps qui tient, j'ai des cannes hyper résistantes et tu as une certaine éloge autour de ton physique et il faut en parler parce que de l'extérieur, tu dis j'ai pas forcément le physique d'un top 10 ultra puissant ou quoi, mais t'es tanké et t'es en place, quoi. Après, le problème, c'est que forcément, quand on parle de nous, les joueurs français, voilà, les 4, là, c'est moi, mon fils, son gars, moi, c'est qu'on compare tout de suite aux autres. On te dit, mais eux, ils ont le physique de mammouth. Oui, je vais pas te dire le contraire. C'est ce que je te dis. Je vais pas te dire que j'ai le physique de Nadal ou celui de Djokovic. Voilà, forcément, tu es toujours comparé à ces joueurs-là. On a un physique exceptionnel aussi. On est rapide, on va vite. J'ai joué plus de 1000 matchs sur le circuit, des challengers. Voilà, je joue depuis que j'ai 3 ans. Si je tiens, c'est que j'ai un gros physique, mais forcément, quand tu compares à ces 3 ou 4 mecs, même Murray, tout ça, c'est sûr que c'est tellement des phénomènes que forcément, on te réduit à une capacité physique moindre. Et bon, je vais pas te dire le contraire, c'est la vérité. Aujourd'hui, quand tu te réveilles, tu sens les années qui passent, t'as beaucoup plus de courbates qu'avant. Comment t'es le matin après un gros match, quoi? Mal, un match tout court. Sérieux à ce point-là? Ouais, il y a des fois où c'est difficile. Quand tu n'es pas blessé, ça va, mais quand tu sors de blessure, franchement, c'est dur à l'époque. Quand tu as 22, 23, tu récupères, il n'y a pas de problème. Tu vois, tu te blesses, tu joues.
Mais là, ouais, c'est dur. C'est le corps, c'est compliqué. Ouais, j'ai eu pas mal de soucis de dos, j'ai eu une pubalgie. Ouais, c'est dur quand t'es âgé au tennis, que tu as fait une grosse carrière. Forcément, à 31, 32, 33, tu payes. Et après, pour rester à notre âge et tout, il faut vraiment être voilà, sérieux et avoir vraiment la passion du jeu pour continuer parce que physiquement, c'est dur. Je ne vais pas te dire que voilà, c'est un travail de tous les jours. Hein. Tu vis avec ton corps toute la journée. Tu as mal, tu as des douleurs, mais bon. Un rapide break, mais nous à like dès maintenant si t'es sur YouTube, 5 étoiles sur les plateformes audio, ça nous aide comme jamais à faire connaître l'épisode, et découvre notre masterclass dédiée à la visualisation pour entrer dans ta bulle de concentration en match et ne plus en sortir, dans le premier lien en description, et ensuite on y retourne. Et je me souviens dans le livre d'Agassi, il disait sur son dernier US Open, il dormait à moitié sur la moquette, même la moquette tellement il avait mal au dos et que le matin c'était une momie, le gars, il craquait de partout. Toi, là, tu viens quand même d'enchaîner Roland. Là, tu étais sur Terre la semaine dernière, donc tu as quand même du fond. Est-ce que, du coup, t'as d'énormes. Enfin, j'arrive pas à sentir la jauge quand tu enchaînes les matchs. T'es comment? T'es rouillé de ouf ou T'es mort au quatrième à Lyon là, j'étais un peu fatigué. Ouais. Je t'avoue que c'est compliqué d'enchaîner. Voilà, je pense qu'il y a des tournois que j'aurais gagné à l'époque. Même avec mon niveau d'aujourd'hui, j'aurais gagné à Estoril. Tu vois, j'ai perdu un quart de finale, mais avec mon niveau tennistique, c'est que j'ai perdu au niveau physique, tu vois, parce que sinon, je pense que je gagnais vraiment le tournoi. Voilà, après, oui, t'es rouillé. Je pense que les gens se rendent pas compte, en fait, de l'exigence du sport de haut niveau, de toutes ces années qu'on a pu faire et tout. C'est dur. Donc, oui, le corps, voilà, il y a des difficultés. T'as des gros trucs. Forcément, j'ai eu une opération. Voilà, pas mal de choses à droite à gauche qui font que, oui, tu as intérêt à être très, très, très motivé pour continuer. Il faut vraiment aimer ça parce que le corps, c'est quelque chose qui est difficile. Yes. Je voudrais juste revenir sur la période où tu étais dans le trou, tu mettais plus un coup droit dedans. Est-ce que tu comprends ce que traverse un Dominic Thiem actuellement après avoir été aussi fort? Là, tu vois, on l'a vu faire enchaîner les firsts et pas réussir à retrouver le chemin de la victoire. Comment tu t'expliques qu'un truc pareil puisse se produire en pleine carrière? Ouais, c'est la confiance, quoi. C'est la confiance. Ça se joue. Le tennis, ça se joue à rien. Voilà, il s'est arrêté un an. Après, tu perds la rapidité. Voilà, tu perds l'explosivité. Tu perds la concentration. Tu perds la vision. Voilà, tu perds la peur arrive. Le tennis, c'est très très mental. Donc oui, c'est quand tout va bien, tout va bien. Il y a pas de problème. Mais s'il y a un petit grain de sel qui vient s'y mettre, tu peux mettre du temps à revenir. Donc oui, tous les joueurs ont connu ça, cette période de doute un peu. Agassi en a parlé beaucoup dans son livre. Ça arrive souvent, mais après, bon, les grands joueurs se reprennent toujours et ils reviennent. Donc Thiem reviendra quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, oui, il a un peu de difficulté, mais ça va revenir. Mais c'est vrai que ouais, le tennis, c'est tellement mental, ça se joue tellement à rien, ouais, que la confiance en soi, la confiance dans le jeu, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses, mais avec le travail, avec la patience, ça revient quand même. Toi, c'est quand le moment de ta carrière où tu t'es senti le plus fort? Ouais, de 2007, je me suis senti fort. Ouais, j'étais septième en fin de saison. Voilà, je me suis senti fort en 2013 aussi. J'avais fini huitième. 2015 aussi, j'étais neuvième. Voilà, j'ai fait demi à Wimbledon. C'est vraiment des moments où je me sentais fort. Je gagnais les tournois. Je perdais pas beaucoup sur des joueurs qui étaient en dessous de moi. Voilà, mais après, il y a eu toujours cette barrière, voilà, qui a toujours fait mal, quoi, ces barrières des tout meilleurs qui étaient durs pour moi à gagner, quoi. Et ça a toujours été quand même un regret. C'était pas facile d'aller sur le court et de perdre assez souvent contre eux. C'était quelque chose qui était dur. En 2007, du coup, tu es 7e mondial et tu dis que la saison d'après où tu t'es senti le plus fort, c'est 2013. Il y a 6 ans qui se sont passés. Est-ce que ça veut dire que pendant 6 ans, tu cours après ce niveau de l'époque en te disant putain, j'étais beaucoup plus solide, je comprends pas? Ouais, 2008, je m'étais vu en Australie, je m'étais vu peut-être gagner un grand chelem et tout en fin 2007. Voilà, j'avais la possibilité. Ça s'est pas fait. Après, tu perds un peu confiance, tu perds des matchs. 2-3 trucs qui arrivent après. Le temps passe vite. Hein. C'est ça, le temps il passe vite. Hein. C'est un truc qui est. On se dit, tu as le temps en tennis, mais en fait, non, parce que ouais, si tu prends un mauvais chemin, un mauvais truc, une mauvaise victoire, une mauvaise défaite, voilà, l'engrenage peut vite arriver. Donc, faut être fort dans sa tête, faut être fort au tennis, faut être très très fort dans sa tête
pour jouer sur le meilleur niveau, quoi. Là, tu es un peu redescendu. Je voyais tout à l'heure, t'es combien là? Tu le sais de tête ou 70, ouais, pas? un truc comme ça, 70? 70. Ça te fait mal mentalement? Non, ça me fait pas mal parce que j'ai 36 ans. Je te dis, si on m'avait dit il y a 10 ans, tu seras 70e à 36 ans, je n'aurais jamais cru. Hein. Vraiment, je te le dis sincèrement, je pensais pas jouer à ce moment-là parce que j'ai commencé jeune, à 16 ans. Je jouais déjà. En 2002, j'étais déjà sur le circuit. Donc, je vis avec ça. Je sais que j'ai pas le même niveau forcément, mais que je vibre toujours, quoi. J'ai toujours du plaisir à aller jouer. Oui, je suis détaché plutôt du classement. Je sais qu'aujourd'hui, à 36 ans, voilà, c'est compliqué d'être n'importe si t'es Nadal. Je vois pas comment c'est énorme, voilà, de jouer toujours, d'être là. Je suis déjà très heureux de ça, ouais. Très heureux de pouvoir jouer, de vibrer toujours, d'avoir la sensation que je suis toujours un joueur de tennis professionnel. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et je prends toujours du plaisir sur le court. Donc, tant qu'à ça, je continuerai forcément. Si le niveau descend trop, j'arrêterai. Mais pour l'instant, je gagne toujours des matchs de haut niveau. Il y a un passage que j'adore sur le mental dans ton bouquin où tu commences par dire, voilà, les prépas mentaux, on en a parlé, l'approche, ouais, je l'ai vu passer. Non, je sentais que c'était pas ci, c'était pas ça. Et en fait, gros twist, tu finis par dire, finalement, si j'avais su, j'en aurais fait. Et là, je me suis dit, putain, c'est cool. En fait, le mec est quand même honnête. Oui, non, mais Et du coup, qu'est-ce que tu aurais fait concrètement? Qu'est-ce qui t'aurait servi, tu penses? moi, le tennis, tu sais, c'est assez exact hein, comme un truc. Hein. Tu vois, tu as une défaite, un vainqueur. Je pense que c'est quand même un truc qui est exact. Tu as ton niveau, voilà, tu le dois qu'à toi. Hein. Donc, tu le dois à tes failles, t'as tes performances et tout, mais je trouve que c'est un truc, tu peux pas mentir. Voilà, c'est un sport où tu peux pas mentir parce que tu perds, tu gagnes. Il y a le classement en fin de saison. Pour tout le monde, c'est vraiment la régularité et tout. Donc, tu peux pas mentir sur rien. Et je te dis, oui, je te dis, il y a 20 ans, c'était compliqué de parler de mental. C'est vrai que bon, les joueurs, on disait, faut pas montrer ses points faibles, faut être fort et tout. Donc, parler de mental, c'était pas trop à la mode. Mais ouais, aujourd'hui, je trouve que c'est bien. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui en parlent et tout. Je trouve ça bien. Après Nadal, on a souvent vu que c'était son oncle qui lui faisait un peu le mental. La partie mentale, c'était vraiment son oncle. Voilà, chacun son truc, quoi. Chacun a son rythme, chacun avait ses croyances. Mais je pense que oui, on voit Medvedev et tout qui en parle souvent et tout. Donc, chacun avance comme il veut, mais je trouve ça bien aujourd'hui, oui, de travailler le mental. Voilà, d'avoir quelqu'un avec soi, parler, échanger. C'est bien pour le sportif et encore plus quand tu es jeune, notamment aujourd'hui. Quand tu as 30 ans, ben, ça va, mais quand tu as 17, 18, 19, je pense que c'est bien de se livrer, d'avoir quelqu'un, d'avoir confiance en quelqu'un. Je pense que c'est important et je pense que c'est un truc où tout le monde peut progresser. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est bien. T'es allé chercher quelqu'un, du coup, depuis que tu l'as ressenti ou pas? Non, aujourd'hui, je t'avoue que je cherche plus. Je cherche mon physique, mon corps, comme on en a parlé, je le cherche, celui-là, tous les jours, il n'est pas toujours là. Mais non, le mental, ça va. Franchement, je te dis, jeune, je pense que ça aurait été bien. Mais là, aujourd'hui, à mon âge, c'est plus la même chose. Julien doit te servir un peu de confident, même aujourd'hui. Enfin, je suis sûr que tu arrives à te livrer à lui sans aucune barrière, Oui, quoi. bien sûr, non, mais je me livre et tout. Voilà, c'est pas pareil. J'ai pas de doute aujourd'hui. Voilà, j'ai pas de questions. Quand tu es adolescent, tu peux avoir et tout. Ça peut être plus difficile pour se construire et tout. À mon âge, franchement, j'ai pas de souci particulier de ce côté-là. Quand je perds, c'est vraiment parce que j'ai mal joué ou que j'étais moins bien physiquement, mais c'est pas un problème de tête. On va essayer de rentrer un peu dans ta tête, justement, quand tu es sur le cours, voir si ça peut aider certaines personnes qui écoutent. Comment tu te parles quand tu es sur le terrain? Qu'est-ce que tu te dis pour te booster, quoi, tu vois, pour avoir du punch? Voilà, le plus important, je trouve que c'est vraiment l'attitude. Voilà, c'est vraiment un truc de temps en temps où t'es pas bien, tout ça, mais j'essaye de me dire, allez, tous les points, vas-y, tu bouges tes jambes, voilà, t'as l'attitude. Même si ça va pas, ben, tu t'encourages. C'est ce que fait Nadal du mieux hein, qu'on puisse faire. Hein. Est-ce que Voilà, tu as c'est des vraiment... mots particuliers que tu te dis? Non, allez, bouge tes jambes, sois réactif, voilà, sois alerte, sois prêt. Tu vois, c'est vraiment ça. Je me dis, allez, vas-y, bouge-toi, rajoute-en, encourage-toi. Je pense que c'est ça le plus important. C'est vraiment l'attitude que tu peux avoir envers toi-même, d'avoir un truc positif dans ta tête. C'est ça qui, à un moment donné, te fait trouver le niveau dans le match, même si au début, ça part mal, c'est difficile, mais voilà, garder cette attitude positive,
justement pour pas s'enfoncer encore plus. Et ça, c'est un truc que je pense qu'on a à tous les niveaux, même sur les tours adultes et tout, les mecs qui sont à 30 ou 15-4, 15, tu les vois, tu vois que quand ça va pas, tu le vois vite. Et justement, c'est un truc que plus le mec est fort, plus le mec il a ça, et c'est un truc qui est très important dans le tennis. L'intensité, du coup. Et est-ce que tu te dis, agresse, rentre dedans, ou tu sens que tu resteras dans un schéma un peu plus défensif de construction jusqu'au bout, ou tu essaies de faire violence? C'est pas tant agresse, rentre dedans, c'est frappe la balle avec intensité. Tu vois, voilà, c'est ce que souvent m'a dit Bruguera. Je trouve que le tennis, c'est pas aujourd'hui qu'avancer. Voilà, tu vois les mecs aujourd'hui, Medvedev, Nadal, Thiem, Zverev, ils reculent 6 mètres derrière la ligne au retour, tu vois. Donc, c'est pas agressé au tennis aujourd'hui, c'est plus voilà, des attaquants de fond de cours, tu vois, c'est pas des mecs qui montent comme à l'époque au filet comme des tarés. C'est pas comme à l'époque il y a 30 ans, les mecs ils agressaient, ils allaient au filet tout le temps sur toutes les balles service volé. Aujourd'hui, c'est plus ça le tennis, c'est vraiment des attaquants de fond de cours, des mecs qui partent de loin, Zverev, Nadal. Voilà, des mecs qui retournent de loin et qui partent, voilà, qui attaquent du fond de cours. Tout ça, c'est ce style de joueur-là, un peu le tennis moderne, c'est un peu ça. Voilà, donc je me dis pas agresse, attaque, je me dis juste l'intensité de ta frappe doit être plus forte. Tu dois gagner 15-20%. De temps en temps, quand je suis crispé et tout, j'ai tendance à jouer un peu doucement. Tu vois, ça m'arrive de jouer un peu doucement, de ne pas frapper assez bien la balle. Et c'est juste, je me dis, allez, frappe. Et une meilleure qualité de balle, tu vois, même si tu es loin, et il faut avoir une meilleure qualité de balle, justement, pour derrière rentrer dans le court. Je pense que ces joueurs-là, on les voit. Ils jouent de loin, mais bon, ils frappent fort, la balle est profonde, elle va vite, et c'est pour ça, derrière, qu'ils arrivent à rentrer dans le court. C'est cette transition-là, aujourd'hui, qui est importante et que j'ai pas toujours. Donc, quand ça va pas, je me dis, frappe la balle, sois positif et frappe la balle plus fort avec plus d'intensité pour justement être meilleur. Et qualité de balle, ça veut dire quoi? Ça veut dire la frapper plus fort, tout simplement. La qualité de balle, c'est qu'elle parte plus vite, quoi. C'est pas frapper comme un idiot qu'elle sorte, mais c'est trouver justement ce juste milieu entre taper doucement et tu vois, voilà, être trop jouer avec trop de sécurité et frapper comme un idiot, tu vois. C'est trouver ce juste milieu, frapper la balle avec intensité, justement pour l'adversaire. Ouais, il a du mal à jouer à ton niveau. C'est ce mix-là qui est important, encore plus dans le haut niveau. C'est vraiment de trouver c'est une bonne qualité de balle, justement, pour pas se faire agresser. Et c'est de temps en temps ce problème que je peux avoir. Je peux jouer un peu doucement, un peu court. Et c'est là où je me fais battre. Justement, je me dis, dans le match, ouais, frappe plus fort, trouve cette qualité de balle, justement, pour que l'adversaire exploite pas les balles courtes. Tu dis, tu as un passage je rebondis sur ce que tu dis sur l'évolution du jeu. Il y a un chapitre sur Forger, je vais pas spoiler, mais voilà, tu dénonces un peu son coaching qui t'a pas toujours servi en disant que il te poussait à faire à être un peu dans son registre de l'époque, plus service volé, plus monté, plus machin, qui te correspondait pas forcément. Bref, c'était juste pour faire un petit crochet sur ce passage-là. Mais tu commences tambour battant le livre en parlant de ton revers, dont voilà, dont tu tires le titre du bouquin. Qui a trouvé le titre d'ailleurs? Comment ça s'est passé? Avec Julien Cassaigne, on en a parlé. Voilà, avec la maison d'édition aussi. Après, c'est eux qui ont trouvé ce titre-là. Et moi, ça m'allait. Voilà, le revers, c'est un truc que j'aimais bien. Donc, le titre m'a plu assez vite. Quoi. Je pense qu'on peut en parler des heures de ton revers, mais Richard, le plus simple, c'est de nous le montrer, ce revers. Et on a un format où maintenant je vais taper avec des mecs. Tu vois, je suis allé jouer avec Lecomte, Santoro, un peu des anciens. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Les Barami aussi, avec Mansour, non? Ouais, Mansour, ouais. J'aimerais taper avec des mecs un peu plus jeunes. Est-ce que à l'occasion, tu serais OK? Ouais, pas de souci, on peut faire ça, ouais, pas de problème. Ouais. Et que tu me fasses gicler la balle au-dessus de la tête comme ça. Tu joues à demain, toi? Je suis à demain, ouais. Ouais, bah écoute, ouais, on peut faire ça, pas de problème. Après, ah bah trop cool. Après Wimbledon ou l'US Open, on peut trouver un truc, ouais. Génial, trop bien. Souci. Est-ce que tu peux nous dire ta progression de non classé à numéro 1 français? Tu te souviens les étapes? Ouais, très bien, mais je me souviens de tout. Hein, vraiment, je te dis, le classement, c'était important pour moi. Je te dis, vraiment, ça m'a marqué. Ouais, j'étais non classé. Après, 33, j'ai été 15-4, 15-2. Et moi, j'étais jeune. Hein. Ouais. J'étais jeune. Après, j'ai fait 15-2, 5-6, 2-6, 0, -4.
moins 30. Et là, j'avais 16 ans. Ouais. J'étais moins 30, j'avais 16 ans. Ouais. Et après, j'ai fait vite. Après, j'ai fait moins 30, première série, tu vois. Et moins 30, 16e. Ouais. Moins 30, 16e français. Après, j'ai stagné un peu à ce classement-là, 16, 12, 13, 13e français. Après, j'ai fini en 2005 numéro 1. Ouais. Je suis passé de 13 à numéro 1. Ouais. On Et sent une après, ouais, certaine, j'ai fait… Vas-y. on sent une certaine fierté et confiance quand tu dis, attends, j'étais très jeune. Est-ce que, est-ce que je sais pas trop comment le formuler, mais quand on est jeune, parfois, on peut se la raconter un peu. Est-ce que tu arrivé sur le court en te disant, je sais que je suis très bon, je vais te défoncer? Non, j'ai jamais eu ce truc-là. Je te dis, Non? j'ai jamais eu ce truc-là, écraser l'adversaire. Ouais. J'avais toujours, non, j'ai toujours eu, voilà, j'ai pas eu une confiance énorme. Voilà, tous les matchs c'était dur pour moi. Je jouais souvent un adulte et tout, donc tous les matchs étaient accrochés. J'ai dû me battre pour gagner les mecs. Tu vois, j'étais jeune, pour gagner les matchs en adulte et tout. J'ai dû toujours me battre. Voilà, forcément, quand j'arrivais dans ma catégorie d'âge, c'était plus facile, mais je jouais toujours des mecs dans les clubs dans le sud de la France, tu vois, les matchs adultes, des mecs qui voulaient me battre et tout. J'ai dû toujours souffrir quand même pour gagner, tu vois. D'accord. Donc non, j'ai toujours eu voilà, cette humilité-là par rapport au match que j'allais jouer, quoi. Plutôt, j'ai pas eu dans ma carrière un manque d'humilité. Je pense pas que c'est un truc qu'on puisse me reprocher. Mais après, non, mais même de confiance ou quoi, j'aurais dû limite plus en avoir plus. Étant adulte et tout, un truc un peu à l'américaine, un peu, tu vois, grosse confiance en soi et tout. C'était pas mon truc. T'as dû mettre quelques branlées quand même chez les jeunes. Oui, chez les jeunes, j'en ai mis beaucoup, forcément. J'en ai mis beaucoup, mais après, je te dis, je jouais les catégories 2 ans de plus que moi, donc enfin, là, je mettais plus des branlées, c'était difficile, donc je jouais pas ma catégorie d'âge, mais avec ouais, les mecs plus âgés, donc il y avait quand même des matchs compliqués. Et quand t'as atterri numéro 1 français, tu t'es dit, t'as eu un truc de te dire, oh, je suis en haut de Non, je la. te dis, oui, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer un peu parce que forcément, tu commences au bas de la pyramide à non classé et tu finis numéro 1 français. Oui, sur je sais pas combien il y a de joueurs en France, il y en a énormément. Donc oui, c'était un beau clin d'œil, mais après les années après, j'ai fini numéro 1 français, ça m'a rien fait non plus. C'était l'ATP qui comptait, tu vois. Voilà, je savais même pas si j'étais numéro 1, numéro 2. À un moment, c'était Joe qui était numéro 1. Après, je suis passé numéro 1. Ça m'a jamais rien fait. Franchement, c'est vraiment l'ATP qui était important. Top 10, voilà, top 10, ça a été un vrai cap, un vrai truc. Mais bon, le classement français, après, ça m'a pas fait plus que ça, quoi. Il y a un moment du bouquin que j'aime bien où tu dis, quand j'étais petit et qu'on faisait t'adorais jouer au foot. D'ailleurs, à un moment, tu répondais à une interview sur un tournoi et le journaliste a tourné la tête, tu t'es barré faire un match de foot. Et tu disais à l'époque, ce qui est ouf, c'est que c'était toi qui étais un peu le leader, qui faisait les équipes, qui choisissait, c'était toi qui menait un peu les troupes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore cette partie de leader en toi? Parce que comme ça, on la ressent pas forcément dans. Non, mais t'as raison. Non, j'étais pas leader après la Coupe Davis. Il y a eu les Coupes Davis beaucoup. Je m'entendais bien avec tout le monde. J'étais bien avec tous les joueurs. J'ai eu cette particularité-là plutôt, tu vois, c'était bien avec tout le monde. Mais j'étais pas leader de l'équipe. Autant c'était quand même Joe ou le capitaine. Mais moi, voilà, il y a eu Yannick après. J'étais bien intégré à chaque fois, tout le temps, toutes les équipes, j'étais bien intégré. Je m'entendais bien avec tous les mecs, mais j'ai jamais été leader de l'équipe. Ça n'a jamais, comme tu dis, ça n'a jamais été mon truc. Mais par contre, je m'entendais bien avec tout le monde et j'étais bien apprécié dans l'équipe avec les autres joueurs. Mais leader, c'était pas moi, quoi. Je pense que si t'avais percé dans le foot, t'aurais gardé ce truc-là plus dans le foot, non? Non, je crois pas. Je crois pas que c'était mon truc jeune. Je l'avais, mais après, j'étais pas leader dans les équipes. Vraiment, surtout en Coupe Davis, c'est là où on peut le voir parce que c'est là où ça compte, c'est là où c'était difficile. Mais je m'entendais bien avec tous les mecs, quoi. J'étais bien dans l'équipe. Voilà, mais leader, c'était Yannick après et ça a été Joe avant, quoi. Et tu racontes ce qui t'a donné vraiment envie de devenir champion, c'est cette cassette, je crois, sur la Coupe Davis 91 que tu regardais en boucle, que tu connaissais par cœur. C'était quoi ton moment préféré de cette cassette? Bon, c'était Lecomte, quoi. Lecomte, il a fait un match incroyable, hein. L'ambiance qu'il y avait, voilà, c'était quand même énorme. C'était magnifique, quoi. La cassette,
j'ai aimé, ouais, j'ai beaucoup aimé cette cassette. Je l'ai beaucoup regardé, ouais, vraiment. Ouais, c'était surtout le compte contre Sampras, qui était un match énorme. Il y avait la motivation, enfin le truc, les coups de tennis qu'il a réalisés et tout, c'était beau. Ouais. Et c'était quoi le premier moment à toi où tu t'es assis au changement de côté, tu as entendu des Richard, et tu t'es dit, wow, c'est mon tour. Ouais, surtout à Roland-Garros, quoi. C'était beaucoup à Roland-Garros que j'ai connu ça la première fois, voilà, en 2002 contre Costa, à Monaco aussi, cette année-là, en 2002, même chose, quand j'ai joué Safine et tout, c'est là où j'ai vu le début un peu de ces Richard, et c'est vrai que ça a toujours été magnifique, après, surtout en Coupe Davis, à Lille et tout, je me souviens à Lille, il y a eu des moments exceptionnels, quoi, quand on jouait les finales. Oui, la Belgique, voilà, le double et tout, c'était incroyable, hein, il y avait 26 000 personnes, c'était la Suisse aussi quand je jouais Federer. C'était au-dessus de tout, quoi. Au niveau ambiance, au niveau monde et tout, parce que c'était quand même 26, 27 000. Ça avait rien à voir avec 15 000 personnes, tu vois. Voilà, Roland-Garros, c'est 15 000. Là, t'arrivais, c'était quand même 28 000 personnes, je me souviens. Donc, quand tu rentrais dans le stade, que tu voyais le truc, moi, c'était quand même assez fou, quoi. Et les premières fois contre Costa ou à Monte-Carlo, tu te dis quoi? Est-ce que tu as des frissons ou tu te dis, attends, mec, je suis dans mon match. Non, j'ai des frissons, ouais, j'ai des frissons de jouer à Roland-Garros et tout à ce moment-là. Voilà, quand t'es jeune, tu regardes à la télé, t'arrives, tu joues à Roland-Garros, oui, t'as des frissons, forcément, c'était fabuleux. De connaître ça, surtout quand tu avais vu ça à la télé les années avant, j'ai eu des frissons. Ouais, mais dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de frissons, beaucoup de moments, je dis surtout Coupe Davis, Roland-Garros, où le public a été là. Et ça, c'est des trucs qui resteront gravés toujours à moi. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir connaître ça parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que c'est des moments fabuleux. C'est quoi tes 2-3 matchs où tu as gagné, tu as eu la sensation de gagner en partie grâce au public? Je sais pas exactement, tu vois, c'est dur à dire quel match j'ai gagné en partie grâce au public, mais il y a eu des défaites aussi où il y a le public m'a soutenu jusqu'à la fin. Wawrinka, je me souviens en 2013, à Roland-Garros sur le Suzanne, j'avais perdu 9-7 ou 8-5e, mais le public avait été incroyable. Ouais, j'ai senti l'amour, je te dis qu'en 2017, là, sur le double et tout, ça avait été la folie aussi au 3e set. C'était descendu, voilà, des travées et tout. Il y avait beaucoup de monde qui m'encourageait pendant le double. Même sur Federer, quand j'ai perdu, c'était fou aussi. Donc, il n'y a pas toujours eu que des victoires, mais j'ai eu des moments vraiment où j'ai été encouragé énormément. Et c'est vrai que c'était très impressionnant. Suite à une défaite comme celle de Wawrinka dont tu parles, et que tu ressens vraiment de l'amour, donc tu joues plus que pour toi, tu joues pour tout un pays, enfin, c'est incroyable. Ouais, tu joues pour le stade. Ouais. Le lendemain, ouais, un stade, et puis les gens derrière la télé, je peux dire ça en fait du beau monde. Ouais. Mais les lendemains, comment on se remet d'un truc pareil? Est-ce que tu dis, ouais, je suis défait? Est-ce que tu rumines? Comment tu gères? Comment ça se passe? Voilà, là, bon, c'était dur. La Coupe Davis en 2014 a été dure. Ouais. Je te dis, la Coupe Davis à Lille a été dure contre la Suisse. Parce que vraiment, j'avais ressenti un énorme pic vraiment d'encouragement et tout. Et tu vois, j'avais pas fait un beau match contre Federer. J'avais pas réussi à faire un énorme match. Et le lendemain, j'avais eu vraiment une descente, quoi. Vraiment, où j'étais seul à Paris, chez moi, je me souviens. Et ça avait été dur. Ouais. Et un petit passage anecdote dans le podcast. Si tu peux nous en partager une ou deux. La première que je demande généralement, c'est la pire galère que tu as eue sur le circuit secondaire, qui est un circuit avec des conditions parfois un peu douteuses. Bon, toi, tu as eu la chance de le traverser, mais est-ce que tu as vécu des galères sur ce circuit-là? Je l'ai traversé assez vite, quand même, le circuit secondaire. Je l'ai traversé assez vite. Mais j'étais jeune et tout, j'ai pas eu de galère. Je pense que tu as des galères quand tu as 25, 26 ans, que tu n'arrives pas à percer, ça c'est dur. Mais moi j'étais jeune et tout, voilà, les juniors, et j'étais avec les amis, donc j'ai pas eu tant de galères. Ça reste quand même les satellites, ça avait été dur, forcément, tu as des hôtels pourris, tu vois, c'est compliqué, mais j'ai passé ça assez vite. Après, j'ai pas eu des énormes galères. Tu vois. Les galères que tu partages dans le livre, elles sont drôles et on pense pas que tu es comme ça. C'est ton rapport au bruit. Ah, ouais. Aujourd'hui, tu deviens ouf quand tu es dans ta chambre d'hôtel et que tu entends du bruit. Et c'est marrant de te découvrir sous ce prisme-là un peu maniaque. Ouais, ça c'est une galère. Ouais, j'ai eu plus
plus tard, comme tu dis, tu vois, putain, ça, c'était un truc, ouais, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, mais je dis, c'est un peu les hôtels. J'ai tellement fait d'hôtels, j'ai passé, je sais pas, j'ai 36, 13 ans, j'étais à l'hôtel déjà. Donc, tu vois, j'ai fait des milliers et des milliers fait des centaines de chambres et tout. Donc, forcément, à un moment donné, voilà, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à voir le bruit, à entendre le bruit un petit peu. Ça m'a dérangé. Et après, je me focalisais que là-dessus, tu vois. Donc, j'ai eu du mal, quoi. Ça a vraiment été une galère pour moi. Donc, ouais, forcément, maintenant, dans les hôtels, j'ai la chance que ça soit les mêmes année après année. Donc, ouais, j'ai le numéro de chambre et j'ai souvent la même chambre. Et ça c'est vrai que c'est une galère du circuit, tu vois, parce que tu voyages tellement, tu vois, les hôtels, les avions, les trucs, c'est quelque chose que les gens connaissent pas forcément. Mais... Tu dis d'ailleurs que tu as dépensé plus d'1 million d'euros de billets d'avion. Putain, ça paraît fou. Tout le monde a réfléchi, 20 trajets en Australie pour ton coach chez toi, 20 fois New York, 20 fois Miami, 20 fois l'Asie. Tu vois, ça fait 20 ans que je joue, donc forcément, j'ai fait 20 fois les mêmes tournois, donc ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Ouais. Le circuit, t'es pas salarié, c'est pas le foot. Là, voilà, tu as une petite entreprise, tu as des kinés, un kiné, tu peux avoir un entraîneur physique, tu peux avoir le coach, en fait, tu as le coach. Donc forcément, c'est d'investissement. Ouais. Après, j'ai eu la chance, oui, quand tu es bien classé, de bien gagner ta vie, mais pour les joueurs un peu en dessous, c'est vrai que ça peut être compliqué. Quand tu as signé tes premiers contrats, financièrement, tu t'es dit c'est bon, je suis à l'abri, je peux me concentrer sur le tennis. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je me suis jamais trop penché sur le truc financier. J'ai su que je jouais bien, tu vois, à 19 ans, j'ai su que j'étais 12e mondial. Voilà, donc j'ai su que j'aurais pas de problème. Enfin, voilà, financier, j'allais jouer 10 ou 15 ans, j'allais bien gagner ma vie. J'ai su assez vite, j'ai eu cette chance assez vite de voir que j'allais bien jouer au tennis. Donc, j'ai jamais trop pensé. Je t'avoue que j'ai eu la chance, justement, de ne pas avoir eu à penser à ça et de penser juste à la performance et essayer de progresser. Mais ce côté-là, j'ai jamais eu trop à réfléchir à ça. Okay. Est-ce que tu aurais une histoire sympa à partager avec Rafa, Roger ou Djoko, que tu peux nous raconter un truc en dehors du cours, tu vois, sympa? La fois où tu es parti en camping avec Roger. Non, on jouait à la PlayStation une fois avec Gaël, on jouait beaucoup à FIFA avec moi je jouais avec Gaël, tu vois, c'était à Barcelone. À Barcelone, je jouais avec Gaël et lui, c'était joué avec moi, le roi de Monaco à l'époque, beaucoup à la PlayStation, tu sais, l'Argentin, ouais, donc on faisait les parties le soir dans sa chambre à Barcelone et je te jure, et on perdait un peu parce que c'était un jeu, moi je jouais pas beaucoup, je jouais à PES à l'époque, tu vois. Donc on arrivait sur le FIFA, on paumait, tu vois, on était défaits, ouais. Avec Gaël, on était défaits. Moi, on jouait pas bien, mais eux, ils étaient comme des fous. Ouais. Et Roger, il jouait avec vous? Non, c'était Monaco Nadal contre Gaël et moi. Ouais. Ah, ok. Ah, Rafa touche, ouais. Rafa, il touche sa vie. Il jouait bien, ouais. Je te dis, il jouait à FIFA. Beaucoup à FIFA. On avait joué une semaine, je me souviens, beaucoup à Barcelone. Ouais. Et après, Federer, je le connais un peu moins, tu vois. Nadal, c'était mon année d'âge et tout. Je l'ai vu plus en junior, ce genre de truc. Federer, je ne l'ai jamais trop côtoyé en dehors. Et Djoko, c'est un pote ou collègue de travail? Je le connais pas bien non plus, mais c'est quelqu'un que j'aime bien vraiment, voilà, qui a pas l'image qu'il mérite, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est humain, tu vois, qui parle beaucoup aux autres joueurs, qui a toujours été poli, qui a toujours été là. Moi, j'aime bien Djokovic, vraiment. Ouais. Mais j'aime bien les trois. Je ne peux pas te dire que j'aime pas les mecs, mais Djokovic gagnerait à être connu parce que sincèrement, c'est un bon mec. D'accord. Tu as ressenti quoi quand tu es allé t'entraîner à la Rafa Academy en hiver là? C'était pas la Rafa Academy à l'époque. C'était en 2014. Ouais. Et à l'époque, c'était pas construit. Là, ça s'est construit en 2018 ou 2019. Tu vois. Ouais. Ça a été assez tard. Moi, quand j'étais allé, il avait juste un cours couvert, des cours extérieurs et une salle de gym chez lui. Okay. J'allais à la gym chez lui, mais c'était pas des installations de folie, hein, tu vois, ça a été le plus grand joueur de l'histoire. Mais il n'avait pas 50 cours, il n'avait pas 50 salles de gym. Voilà, c'était plutôt archaïque. Il y avait un cours couvert, il y avait des cours d'or, mais bon, voilà, c'était très sérieux. Il jouait beaucoup. Il partait, je me souviens, pas mal à Barcelone parce qu'il avait des trucs promotionnels beaucoup.
il arrivait, il sortait de l'avion, on allait jouer. Il s'arrêtait jamais. Il avait une énergie, c'était irréel, quoi, vraiment. Ouais, sur Et le niveau tu énergie, t'étais, c'était. tu t'étais dit, je comprends mieux pourquoi Non, il. je savais Non? déjà, Ouais. voilà, son oncle, je savais déjà qu'il était bien sur son île, que c'était cadré, que voilà, l'oncle était très présent. Je savais déjà l'énergie qu'il mettait à l'entraînement. Donc, on a très très vite su pourquoi Nadal était Nadal, quoi. On n'avait pas eu besoin de découvrir ce qui allait se passer, enfin, pourquoi il était comme ça. J'ai 19 ans qu'il allait gagner Roland Garros, on le savait déjà, quoi. Il est réputé pour mettre que des sacs à l'entraînement. Tu avais du rythme quand même Oui, non, maintenant il fait Ouais. très bien. À l'entraînement, il met des sacs, donc des sacs, il les met dedans, hein. Ouais. Il les met dedans, les sacs. Et du coup, Rafa, tu lui envoies un WhatsApp, il te répond dans la journée. Oui, j'ai eu aller écrire pour la préface du livre. Ouais. Et oui, il m'a répondu, bien sûr, ouais, c'est son numéro. Ouais, on s'écrit très, très, très peu, hein. C'est une fois par an, tous les 2 ans, mais voilà, je peux l'écrire. Il y a pas de. Ouais, je le connais depuis toujours, hein, depuis que j'ai 13-14 ans. C'est vrai que ça en jette d'avoir la préface de Rafa Nadal. Ouais, c'est très bien. Je suis très, très heureux que ça soit lui qui l'ait fait, parce que bon, forcément, mon histoire, elle est raccrochée à la sienne. Bon, elle est raccrochée un an, hein, à 13 ans. Hein, puis après, j'ai pas fait 22 grands chelems, mais je dis absolument pas ça, mais bon, on m'a souvent comparé très jeune à lui, et on a le même âge, on a 15 jours de différence. Donc, voilà, je suis content, très heureux que ce soit lui qui ait fait la préface, quoi. Justement, le projet du livre, pour y revenir, comment c'est venu? Bon, j'ai lu pas mal de livres de sportifs jeunes, j'ai lu beaucoup, voilà, donc ça me faisait plaisir d'en faire un, et je voulais le faire en jouant, tu vois, parce qu'après, quand tu t'arrêtes, bon, voilà, j'ai pas envie d'en faire un. Là, je trouvais que c'était le bon moment, et s'il y a des jeunes qui peuvent le lire et tout, de temps en temps, ça m'arrive qu'il y ait des jeunes qui me disent qu'ils ont aimé le livre et tout, et ça me fait plaisir, tout simplement, quoi. La coécriture avec le journaliste de l'équipe, Franck Ramella, comment ça s'est passé? Bon, on a parlé beaucoup, on a beaucoup parlé. Après, il faisait il mettait ça en forme un peu en écriture, et moi je corrigeais, je voyais ce que j'aimais, ce que j'aimais moins et tout. Donc, ouais, c'est lui qui écrivait. Après, c'est moi qui corrigeais beaucoup. En tout cas, on a fait beaucoup d'entretiens. Pendant une année, on a beaucoup parlé, beaucoup échangé, justement, pour que ce livre en pleine forme. Et pourquoi lui? Bon, il me connaît depuis toujours. Il m'a suivi, tu vois, avec l'équipe, il m'a suivi depuis toujours. Donc, je trouvais ça bien que ce soit un mec qui me connaisse bien, qui avait fait beaucoup d'articles sur moi, même s'il n'a pas fait que des articles super, hein. Bon, c'était pas l'équipe, il m'a fait des bons torchons, il m'en a fait aussi, hein, Franck. Il y a pas, je lui dis souvent d'ailleurs, hein, il m'a pas fait que des articles magnifiques, hein, mais bon, il me connaît bien, je sais que voilà, je l'apprécie, et c'est un très bon journaliste, il a la passion du jeu, il écrit bien et tout, voilà, donc ça me faisait plaisir de le faire avec lui. Et t'as gratté toi aussi un petit peu, ou c'est lui qui a tout écrit? Non, c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit, mais c'est moi qui corrigeais. C'est moi qui corrigeais et qui relisait tout et qui mettait la forme un peu des phrases aussi, quoi. Voilà, il y a eu un peu les deux. Et il te fait du bien ce livre d'avoir sorti, parce que C'est t'étais pas quand même thérapeutique, honnête c'est pas un dessus, truc quoi. thérapeutique, c'est pas un truc thérapeutique, c'est juste que je suis content de le faire. S'il y a des jeunes qui peuvent le lire, qui ont la passion du tennis, voilà, qui ont envie de découvrir un peu, ça me fait plaisir de le faire aussi pour ça. Mais après, c'est pas un truc thérapeutique. Ça fait bien longtemps que j'ai fait mon autocritique et tout. Et je dis, le tennis, tu te couches tous les soirs en te demandant, voilà, pourquoi tu as perdu, comment tu peux être meilleur et tout. Donc, ça fait bien longtemps que je me suis posé cette question-là. Alors, avant de parler de la couve de Tennis Mag, il y avait une anecdote, là j'ai repris mes notes. L'anecdote avec l'italienne à Monaco. Une fille. À Rome. Ah, c'était à Rome. Ouais. Une fille sur laquelle tu avais flashé. Est-ce que ça t'est souvent arrivé de tomber sur des filles qui flashaient sur toi en tournoi? Bon, attends, je vais pas te dire ça, hein. Je vais pas avoir la prétention de dire qu'on flashait sur moi. Loin de Bah, Richard, loin de là. Mais bon, voilà, t'es jeune, on était jeunes, il y avait d'autres joueurs. Voilà, on a fait les juniors. Forcément, tu rencontres d'autres joueuses et tout. Voilà, au début ou dans d'autres pays, oui, forcément, quand tu es jeune, tu as 20 ans, 21 ans, voilà, tu joues au tennis, tu as du monde sur les tournois. Donc oui, on a vécu des beaux moments, et on aura forcément des bons souvenirs, que ce soit avec d'autres joueurs. Avec Joe, on a joué beaucoup de juniors.
Donc oui, on a des moments gravés à vie, forcément ensemble. Et c'est vrai que c'est beau de se le raconter quand on se voit. Tu parles aussi de Françaises rencontrées à Kensington lors de ton premier titre à Nottingham en 2005, avec lesquelles vous aviez fait la fête avec mon fils à Londres. Tu peux nous Ouais. raconter un peu cette Non, mais blague? on en a fait pas mal, tu vois. On est pas mal sortis avec Gaël, avec Joe. Voilà, on a souvent rencontré du monde. Voilà, normal, quoi, tu vois. On était un peu reconnus. Forcément, les gens te reconnaissent un peu. On était jeunes, hein, on avait 19 ans. Hein, moi. T'imagines, quand tu as 19 ans, nous, on était déjà sur le circuit. Voilà, moi, mes amis, ils étaient en école on fait un fac à droite à gauche. C'est une vie totalement différente. Donc, on était tout jeunes et forcément, oui, on est sorti un peu, soit voilà, à New York, à Londres et tout. On a passé des bons moments. Après, forcément, le tennis, t'as pas beaucoup de temps. Voilà, pas mal de stress autour, pas mal de pression. Mais oui, de temps en temps, ça nous arrivait de relâcher un peu et de sortir. Et forcément, on a des beaux souvenirs. Tu parles aussi de la Coupe Davis en 2017, je crois, où un soir avec l'équipe, vous avez quartier libre, vous allez dîner, vous allez boire des verres, mais il n'y a pas d'ambiance, c'est à la limite Ouais, ouais. du glauque et tout. Et tu dis que Lucas Pouille et je sais plus qui a rameuté du monde dans le bar. Ça veut dire que... Non, c'était une énorme soirée. On a vraiment rigolé là. Hein. Mais clairement, ils sont allés dans la rue, ils ont dit les gars, venez, on va boire des coups. Enfin, comment ils ont fait? Ouais, je te dis, on avait quartier libre jusqu'à minuit. Bon, tu vois, c'était beaucoup entraîné pendant 10 jours. On s'était entraîné énorme et vraiment très dur. Et là, on avait une soirée, le staff de son côté et nous et les joueurs de l'autre. Et on se trouvait pas, tu vois, en début de soirée, vraiment c'était une semaine avant la Coupe Davis, hein, c'était une semaine avant la finale, hein, contre les Belges, tu vois, on était à Lille, début, pas grand monde et tout, tu vois, on dîne un peu de notre côté, pas grand monde, et bon, on va pour rentrer à l'hôtel, et là, on s'arrête, je te dis, on s'arrête dans un bar un peu, pas grand monde et tout, et bon, il y avait Lucas, il est allé dans le bar d'à côté, il était allé dans la rue et tout, il avait rameuté un peu tout le monde. Et ouais, il avait été très bon. Franchement, Lucas, c'est quelqu'un de, là-dessus, il était très fort. Il a beaucoup de convivialité et tout. Il est hyper agréable, hyper sympa et tout. Donc, il avait été bon. Ouais, il avait ramené un peu tout le monde avec Joe et tout. Pendant 1 heure, il y avait beaucoup de monde dans le bar ensuite. Et ouais, on avait passé un bon moment. C'est vrai, il y avait Beneteau, on était tous les 4. Il y avait Beneteau, Joe, Lucas et moi, on était tous les 4. Là, on avait rameuté beaucoup de monde. C'était juste à côté de l'hôtel et c'est vrai que c'est un très très bon souvenir. Et à ce moment-là, ça te saoule pas trop, toi, d'être considéré un peu comme la star parmi plein de gens qui doivent se dire ah putain, il y a Richard, machin et tout. On a l'habitude, voilà, on est reconnu. Voilà, le tennis, c'est un sport qui est connu. Moi, je suis connu depuis assez jeune aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai intégré. Hein. Forcément, après, Joe était très très connu. Ouais. Et après, nous, on était reconnus quoi, partout où tu vas. Forcément, les gens te connaissent. Ils savent un peu qui tu es. Pas toujours. Tout le monde ne suit pas le tennis, mais forcément, les gens te reconnaissent et tout. Et bon, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout jeune. Quoi. Ce rapport-là, je l'ai depuis toujours. Pour revenir sur le cas Tim dont on parlait tout à l'heure, là, comme on parle de Lucas, ça me questionne aussi. Tu disais la patience, le travail, comprendre. Et Lucas, ça commence à faire un moment. Est-ce que tu penses qu'il va retrouver le chemin de la gagne? Ouais, je pense qu'il va retrouver le chemin, bien sûr. Je suis sûr qu'il va retrouver le chemin. Il est trop fort pour pas le retrouver. Voilà, il a très très bien joué. Il était vraiment très très fort. Donc, j'ai pas de doute qu'il va revenir. Et j'espère en tout cas qu'il le fera le plus vite possible. Je l'apprécie et tout. Donc, j'espère qu'il le fera le plus vite possible. Mais j'en doute pas. Il est encore jeune. Ok, bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Tac, tac, tac. Boum. À quel âge t'as battu ton père au tennis? J'ai pas d'âge particulier, mais j'ai pas trop joué avec mon père. On n'a pas fait trop de tournois, on n'a pas trop fait de matchs. Justement, il jouait pas trop avec moi. Je jouais beaucoup avec ses amis, beaucoup dans le club avec d'autres joueurs, mais jamais trop avec mon père. Ok. Donc, je peux pas te dire. Tu disais que t'adorais la moto étant petit. Est-ce que t'en refais aujourd'hui ou... Non, pas aujourd'hui, mais à mon avis, à la fin de carrière, j'en referai. Ouais, j'essaierai de passer le permis, le truc. J'aimerais bien le faire. Ouais. Je pense que quand j'arrêterai, je le ferai. Mon père en a eu pas mal et tout, donc dès que je m'arrêterai, mais bon, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de le faire. Est-ce qu'il y a des questions que tu supportes plus dans la presse? Bon, t'as gagné Nadal à 13 ans, ouais, c'est un peu le seul truc qui était un peu con, ouais, le public, tout ça, qui me l'a souvent répété, c'était même con, j'ai gagné 6-4 au troisième, c'était à 13 ans, ouais, ça veut rien dire, jeune, ça veut rien dire, quoi, tu vois, tu peux être fort, pas l'être après,
personne ne connaît les spécificités du tennis, ce qui se passe quand tu es junior. Le circuit, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'était des questions qui étaient un peu bêtes et c'est un peu ça qui m'a un peu, qui était un peu lourd à la faire. Et si tu entends le nom Mozart, ça siffle, là, ça Ouais, gravite. c'est débile aussi, ouais, c'était dur. Ouais. Qui a sorti ça d'ailleurs? Je sais pas, je peux pas te dire. Okay. Mais bon, c'était dur à porter. Mozart, c'est compliqué quand même à porter. Ouais, je te dis, c'est dur à porter. Ouais. C'est pas évident. Qu'est-ce que tu dirais à Jean Couvercel, du coup, au moment de sortir la une de l'époque? Bah, que c'est irrationnel, totalement irrationnel. Voilà, quand tu as 9 ans, de se voir sur la couverture de Tennis Magazine, avec 6 pages dedans, quand tu as 9 ans, c'est un truc de fou. Quoi. Moi, si là, je voyais un mec de 9 ans avec ça, je me dirais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade? Ça me paraît inconcevable, ça me paraît fou d'avoir ça. Et moi, je te dis, je pensais faire 2 pages au milieu, un truc un peu que personne ne voit. Ouais, je passais faire une demi-page un peu au milieu du livre, du journal que personne ne voit et je me retrouve avec la couverture et sincèrement, bon, voilà, j'étais plutôt introverti jeune, enfin introverti ou pas, même si t'es extraverti, que t'as 9 ans et que tu vois ça, ça fait bizarre. Hein. Donc, tu lui dirais quoi? Ne le fais pas? Bah, ne le fais pas, mais bon, à l'époque, voilà, j'étais jeune. On ne savait pas, tu vois, tu es dans le sud de la France, tu es avec mes parents, tu as mille lieux de penser que plus tard, on te parlera toujours de ça. Donc, mais oui, c'est clair que c'est sûr que je ne ferai même pas l'article. Ce qu'il m'a dit hier, ah oui, tu ferais carrément pas l'article du tout, quoi. Non, ça ne sert à rien, ouais, ça sert à rien du tout. Bah, ça sert à rien, mais de l'extérieur, t'étais quand même oui, mais tellement pas, les fous. Voilà, si j'avais un jeune qui joue bien, aussi bien que moi à l'époque, je pense que je l'aiderais énormément parce que je sais justement la pression que ça peut engendrer par la suite. Donc, il faut faire gaffe à des jeunes qui grandissent et qui essaient de se construire. Donc, quand tu dis aiderais, c'est je le garderai au chaud, tranquille, je l'exposerai pas, quoi. Il faut exposer forcément. Tu peux pas ne pas exposer. C'est obligé d'exposer. Tu vois, quand t'es bon, que tu joues au tennis, que tu es en France, là, forcément, tu es exposé. C'est obligatoire, mais voilà, un peu plus intelligemment de temps en temps. Il me disait que il n'avait pas la sensation que ça t'avait trop desservi dans la mesure où ta progression a été constante jusqu'à je sais plus, là, tu disais tout à l'heure 2002-2003, le moment où tu as un peu stagné. Oui, mais moi j'avais 16 ans, en 2002. Hein. Ouais, voilà. Ouais, le problème, c'est qu'on m'a vu beaucoup, mais enfin, c'est en 2002. On croit que j'ai 25 ans, mais j'en ai que 16. Hein. Mais justement, il dit, j'ai pas l'impression que ça l'a tant desservi que ça, dans la mesure où il a continué de progresser. Est-ce que, du coup, comment tu Non, mais bon, c'est après, voilà, c'est ça, la pression qu'on te met derrière, voilà, t'as ce bagage-là, ce truc-là qui arrive, t'as ça. Voilà, t'as beaucoup de choses et ça m'a pas sincèrement aidé. Voilà, je te dis pas que c'est ça qui m'a fait perdre du temps. Voilà. Mais ça m'a pas aidé. J'ai trouvé que ça m'a vraiment desservi. Et il me dit, avec Richard, on est toujours restés potes, on a toujours parlé. C'est parce que t'as jamais trop osé lui dire? Non, parce que je joue ma carrière. Voilà, j'ai pas de souci avec ça. Je l'ai fait. Il y a pas de problème. Voilà, la une était belle. Je suis content de l'avoir aujourd'hui, mais bon, à l'époque, je trouve ça un peu trop tôt. Mais après, non, Jean, c'est quelqu'un que j'apprécie et j'ai toujours eu du plaisir à le voir tout au long de ma carrière. Tu te souviens la fois où tu as découvert ton nom dans le classement? Tu sais, quand tu avais 1 point ATP, il mettait ton nom en bas en gras dans le classement ATP. Ouais, je me souviens. Ouais, c'était en 2001, fin 2001, quand j'ai battu Lionel Roux à Bagnères de Bigorre. Ouais, je me souviens que j'avais mon premier point ATP. C'est vrai que c'était une vraie fierté. Quoi. D'ailleurs, tu dis que tu découvrais ton classement sur le Minitel en tapant 3615 FFT. Bah ouais, beaucoup, mythique, tout ça. Ouais. Mythique. Tu peux nous dire la fois où tu te souviens le mieux où ça t'a, je sais pas, ça a le plus marqué? Non, mais tous les jours, je me réveillais tôt, vraiment pour regarder le classement. À 5 heures du match, j'étais réveillé pour aller sur le Minitel. Je ne sais plus à quelle heure ça sortait, à 7 ou 8 heures. Tu vois, ça ne sortait pas si tôt que ça. Même 9 heures, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, j'attendais le truc avec impatience. Je ne savais pas le classement à l'époque. Je ne savais pas quel classement j'allais être et tout. Donc, non, ça m'intéressait beaucoup. C'était une vraie passion. C'était jusqu'à quel âge que tu regardais sur le Minitel? Jusqu'à 13-14 ans, pas plus. Ouais. Est-ce que tu as regardé que le classement de la... Non. À 13 ans, je te jure, j'avais pas sur le Minitel pour autre chose. Non. L'accès était limité à 13 ans. D'accord. T'es en couple aujourd'hui, Richard?
Ouais. Ouais. Et t'as envie d'une vie de famille? Comment tu t'y Oui, fais bah, là-dessus? forcément, oui, forcément. Maintenant, c'est plus de possibilités, plus de facilité. Voilà. Quand sur le circuit, je, je jugeais que c'était difficile pour moi, voilà, d'avoir quand la personne travaille et tout, que toi, tu voyages beaucoup, avoir des enfants et tout, qu'il faut faire voyager, c'était pas, je trouvais que j'aurais eu du mal là-dessus, mais ça n'empêche pas que d'autres l'ont très très bien fait. Voilà, c'est chacun son parcours, chacun ses envies par rapport à ça. Mais oui, bien sûr, dans l'avenir, évidemment. Tu sens que t'as envie d'être papa? Oui, évidemment, mais normal, comme tout le monde. Hein, comme tout le monde. Ah non, 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 il y a des Ah gars ouais? qui n'ont pas envie. Ouais, ouais. Ouais, un peu moins. Oui, bien sûr. Ok. Pour terminer, j'ai 2-3 questions de fin. Ton livre préféré, du coup, tu parlais de biographie des sportifs. Il y en a une qui ressort en particulier? Bon, Agassi, ouais, Agassi, le livre préféré, vraiment, c'était Agassi. Ouais, c'était super, un super truc. J'ai adoré ce livre. Film préféré? Ouais, Gladiator, ouais, Gladiator, là, c'était vraiment mon film préféré parce que voilà, on a beaucoup regardé, même avec les autres joueurs et tout. Voilà, ça nous mettait en condition pour les matchs. On a ça souvent vu avec les matchs et tout. C'était vraiment un film inspirant. Ouais. Concert le plus ouf auquel tu as assisté? J'ai fait Coldplay une fois, ouais. Coldplay, c'était super. Ouais. C'était où? Ouais, Coldplay, c'était au Stade de France, il y a quelques années. Et l'autre? Et Johnny aussi, Johnny Hallyday, ouais. Ah oui, tu disais que tu étais allé Ouais. dans sa Ouais, loge. c'était sympa, ouais. C'était top. Une citation que t'aimes bien, t'en as une? Je peux pas te dire. J'ai pas de truc citation qui m'inspire, voilà, où je me dis je pense qu'à ça, ou qui m'inspire plus que ça. J'essaie de faire le maximum tous les jours, voilà, pour essayer de progresser, d'être bien dans ma vie et tout, mais après, c'est un truc qui m'inspire, une citation particulière, non. Le conseil numéro 1 que tu donnerais, non, le conseil numéro 1 qu'un coach t'ait donné sur le cours. C'est pas sur le cours, parce qu'il n'y a pas que sur le cours. Hein. Le tennis, pour moi, c'est pas que c'est 24 heures sur 24. Je te dis, c'est pas que sur le cours. Si tu veux être bon, si tu veux faire une belle carrière, et plus t'es haut, plus c'est le cas. C'est un travail de toutes les minutes. C'est vraiment tout doit être centré sur le tennis. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est un travail de toute une vie. Quoi. Vraiment, il n'y a pas une minute où tu peux penser à autre chose. Putain, dur. Bah, pourtant, Rafa, il joue au golf, il va pêcher à côté. Oui, mais bon, il joue au golf, mais après, il s'entraîne 8 heures par jour. Hein. C'est facile de dire, tu joues au golf, mais après, il s'entraîne, je peux te dire, pour le connaître, il n'y a pas un mec qui a fait les cadences d'entraînement qu'il a fait. Donc, on voit le truc, il joue au golf. Tu t'imagines pas ce qu'à côté, il peut faire. Donc, c'est un mauvais exemple, ouais, parce qu'après, voilà, c'est tellement un truc de malade ce qui réalise sur le cours et l'entraînement qu'il a pu faire que après, forcément, pour être bien dans ta vie, bien sur ton tennis, il faut de temps en temps faire d'autres choses justement pour s'aérer la tête et tout, c'est important. Mais quand il va au golf, c'est justement pour être mieux sur son tennis. Il t'a emmené pêcher ou pas? Non, j'ai pas pêché. Lui, on n'est pas allé pêcher. Mais je te dis, c'est justement avoir une vie aussi à côté. Mais le projet, ça doit être ton tennis à 100%. Est-ce que tu penses que Nicolas Sarkozy accepterait de faire un podcast avec nous? Je pense, ouais, il aime le tennis, il connaît très bien. Hein. Moi, j'ai été étonné, il connaît tellement bien le tennis. Il connaît tous les résultats, il connaît tous les joueurs. Quand tu parles de tennis avec lui, tu te dis pas, voilà, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est qu'il connaît vraiment très très bien le sport. Et c'est toujours agréable de parler avec lui là-dessus. Et Arnaud Lagardère, tu penses qu'il accepterait? Ouais, il ferait le truc, ouais, il ferait le truc. Je pense qu'il le ferait vraiment. Ah, ils aiment le sport. Voilà, tu vois, ils ont de quoi en parler. Ils connaissent beaucoup de joueurs. Voilà, donc ils te le feraient sans problème et ce serait très intéressant. J'en ai aucun doute. Tu pourrais nous aider? Écoute, pour un jour, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Oh là, c'est vague, hein, comme réponse. Je sais jamais, pourquoi pas. Tout est possible, tout est possible. Ok. Le truc le plus extraordinaire que tu aies vécu dans ta vie? Non, c'est vraiment la chance d'avoir joué au tennis, je te dis, d'avoir vécu des moments des émotions incroyables grâce à ça, tu vois, le voyage, les publics, les émotions, le stress avant le match, l'adrénaline que tu ressens dans le 5e set, voilà, le public qui est là.
jouer sur des plus gros centraux, les plus beaux cours du monde. C'est plus justement ça, quoi, tu vois, qui fait que j'ai eu une vie fabuleuse. C'était énormément de chance d'avoir vécu ça. Quand on dira Richard Gasquet, quand tu seras retraité, tu t'aimerais qu'on dise quoi de toi? T'aimerais laisser quoi comme image? Non, d'un bon joueur de tennis, voilà, d'un bon joueur de tennis qui a fait le maximum, voilà, qui était agréable à regarder jouer, qui a laissé quelques émotions dans le public. Voilà, c'est tout simplement si les gens ont pu apprécier mon tennis et passer de bons moments grâce à ça, c'est ça le plus important pour moi. T'as kiffé commenter pour Roland là? J'ai kiffé, c'était bien, commenter c'était bien. Ouais. Après, c'est un vrai métier, l'intonation, ce genre de truc. Je pense que je dois progresser. Mais après, j'ai bien aimé. Je te dis, j'ai eu des retours plutôt bons. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir le match Nadal-Zverev qui était monstrueux. Ouais. Après, malheureusement, ça s'est arrêté. Mais c'était tellement énorme que c'était un plaisir. J'étais vraiment dans le match. Bon, bah écoute, moi aussi j'étais dans le match avec toi là pendant une heure, j'ai kiffé. D'ailleurs, j'étais aussi dans le public quand tu as joué Wawrinka en 2013 à Roland. Mais merci Richard de nous faire Avec plaisir. ces années. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. À une prochaine fois sur le cours. Ouais, prends soin de toi. Ciao, ciao. Allez, à bientôt. Salut. Salut, bye bye. Merci les légendes d'avoir suivi cet épisode avec Richie. Envoyez-lui un petit message sur Insta, ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Merci à Julien Cassaigne, son coach et agent, et Bénédicte de l'avoir rendu possible cet épisode. Viens me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et personnellement, j'ai adoré le passage où Richard nous explique ce qu'il se dit sur le court pour se dynamiser. J'espère que ça t'aidera, toi aussi personnellement dans ton jeu. Pense à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça fait monter le podcast dans le classement et nous permet d'avoir de beaux noms au micro pour continuer de te régaler. Je t'invite vivement à checker la page dédiée à la masterclass sur la visualisation avec Jérôme Enel, qui nous donne étape par étape la manière de la pratiquer de manière autonome avant chacun de tes matchs. C'est un travail de répétition qui permet d'ancrer de la confiance, de la stabilité émotionnelle dans ton jeu. Il suffit de bien te connaître, d'avoir vécu des situations délicates, mais généralement quand on fait des matchs, on en a tous vécu, c'est assez simple de s'en souvenir. Des situations qui te tendent ou au contraire qui te mettent en euphorie pour que ça soit efficace et que tu sois capable de les visualiser pour mieux les appréhender. Tu ne feras pas des matchs parfaits, mais ça va te permettre de te mettre dans ta bulle à chaque point sans dire un mot et sans te frustrer. Et je te garantis que c'est ce qu'on appelle game changer. Il y a un avant-après visualisation, je l'ai ressenti immédiatement dans ce premier tournoi où j'ai pu la mettre en application. C'est très puissant et à la fois ça demande de la rigueur, donc ça n'est pas pour les touristes. Voilà, si tu sens que tu es un peu light pour inclure un travail dans la durée, vaut mieux passer et revenir quand vraiment tu sens que tu es prêt. Et je te garantis que ça apporte de sacrées clés pour s'auto-hacker, j'ai tendance de dire, et être bien plus performant sur le court. Pour y accéder, c'est le premier lien dans la description. Je viens de la mettre en application, comme je t'ai dit. Vraiment, allez découvrir au moins la page et la bande-annonce, c'est vraiment du petit lait. Je pèse mes mots. Voilà. Merci à Julien qui nous a écrit cette semaine sur Apple Podcast. Quelle découverte! Un grand bravo à Max pour ses podcasts que les amoureux du tennis ne peuvent qu'apprécier. Les échanges sont simples mais vrais. Le ton et le rythme permettent aux invités de se confier et de se livrer naturellement. Je suis fan. Alors toi aussi, prends ta plus belle plume et envoie du lourd à ton tour. Merci aux tipeurs qui soutiennent le podcast sur Tipeee. C'est une plateforme participative où tu peux participer à hauteur de 2 € ou plus par mois. Si le cœur t'en dit, ça fait du bien de se sentir soutenu. Il suffit de taper TIPEEE 3E espace Tennis Légende Podcast dans Google. Très facile à trouver. Et voilà, c'est toujours un bonheur de se sentir soutenu. Pensez aux bouche-oreille, les légendes méga importants pour faire connaître le podcast. Ça reste l'outil numéro 1 aujourd'hui autour du marketing des podcasts. C'est quand même à l'ancienne qu'on se le dise, mais ça marche. Donc autant en profiter. Et voilà, merci d'envoyer cet épisode à des personnes qui apprécient Richard et son revers à une main. Des personnes qui pourraient lire le livre, des personnes qui aiment le tennis de près ou de loin. Et voilà, ça permet de rayonner, de grandir et de progresser. Voilà, tout ce qu'on aime en tout cas. Enfin, tout ce que j'aime pour rendre ce projet pérenne. Donc c'est hyper important pour moi. Merci de jouer le jeu vraiment semaine après semaine. Un petit mot pour terminer sur le livre que j'ai adoré, que j'ai offert également à un pote. Voilà, je l'ai dévoré. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus, foncez. Pour tous les passionnés de tennis et même moins passionnés, c'est
Personnellement, je suis le circuit depuis que j'ai 11 ans peut-être, 12 ans. J'ai appris une multitude de choses, je comprends beaucoup plus de choses grâce à cette lecture que j'ai dévoré. Donc voilà, n'hésitez pas une seule seconde, c'est un vrai bon moment que vous allez passer. Et je dis pas ça vraiment pour faire la promo, je le pense très sincèrement. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, hein, comme chaque semaine. Merci pour les bonnes ondes, les légendes. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.